Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien aujourd'hui, nous allons attaquer un gros morceau. Et d'ailleurs, c'est tellement un gros morceau qu'il y aura certainement 2 vidéos. Donc voici la première partie. Je veux vous parler de quelque chose dont j'ai déjà très succinctement survolé le sujet dans une autre vidéo. Je veux vous parler de ceci. Ceci, Covid-19, la grande réinitialisation, le fameux Great Reset, qui a été introduit donc par ce livre par M. Klaus Schwab. Alors, on va refaire quelques petits rappels rapides avant de commencer. Klaus Schwab, c'est le fondateur du World Economic Forum, que nous connaissons en France sous le nom de Forum économique de Davos. En réalité, le Forum économique de Davos est un peu l'antichambre du Bilderberg. Alors, le Bilderberg, je le rappelle, c'est cette réunion qui a lieu chaque année dans différents endroits, mais essentiellement, souvent d'ailleurs, ça se produit soit aux États-Unis ou en Europe, plus particulièrement en Suisse ou en Italie ou en Allemagne. C'est une réunion dans laquelle se rassemblent, je dirais, un ensemble d'acteurs importants, économiques, politiques, géopolitiques, scientifiques, voire même philosophiques, même du divertissement et des médias. Et dans le Bilderberg, eh bien, ils ont des réunions, ils ont des discussions, ils ont des débats, mais tout est à huis clos. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun rapport, aucun procès-verbal, aucun média n'y est autorisé. Ils sont entièrement sous le secret, en huis clos, ce qui leur permet, comme l'avait d'ailleurs expliqué Patrick Devedjian dans une interview qui a maintenant très longtemps faite par Carl Zero, que le Bilderberg, en fait, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du fantasme sur Bilderberg, alors qu'en réalité, Bilderberg, ce n'était qu'une réunion entre gens de compétences, d'univers différents, mais qui avait cette particularité de permettre de pouvoir s'exprimer totalement librement, c'est-à-dire sans devoir faire attention à ce qu'on dit, sans devoir rendre des comptes aux médias, ou ne serait-ce que même au peuple, ou devoir expliquer la raison du tel propos, ou de telle idée émise, etc. Donc c'est pour cette raison que Bilderberg a été créé, de telle manière à ce que les grands de ce monde, dans différents domaines, mais des domaines influençables et influencés, peuvent s'exprimer et peuvent s'expliquer et élaborer éventuellement des stratégies, des politiques d'influence dans le secret le plus total. Et le forum de Davos, eh bien, c'est un peu la vitrine finalement du Bilderberg, sauf que là évidemment c'est une vitrine où on essaie de peaufiner, on essaie de mettre de l'emballage, on essaie de mettre du paquet cadeau aux différents projets, aux différentes idées, ou politiques, ou orientations qui ont pu être discutées au Bilderberg. Et donc, vu la situation aujourd'hui, vous avez sans doute entendu parler de l'idée d'un grand reset. Alors il faut savoir que le grand reset, il n'est pas dû uniquement au principe même des conséquences, on va dire, de la pandémie, puisque souvenez-vous, Madame Lagarde, aujourd'hui présidente de la BCE, à l'époque où elle était présidente du FMI, avait déjà laissé suggérer l'idée qu'à un moment donné, peut-être qu'il allait falloir repenser, voire rechanger, ou faire évoluer les règles du jeu géopolitique et économique mondial, tout simplement parce que, comme étant une des actrices essentielles, évidemment, de l'économie mondiale, elle était déjà consciente qu'on était arrivé au bout du cycle, au bout du système, et qu'il fallait forcément faire évoluer le système, mais avec, évidemment, je dirais, des enjeux qui allaient forcément déborder, qui allaient forcément avoir de l'influence sur les États-nations, sur les démocraties, et voire même sur des valeurs fondamentales de nos démocraties et de l'ensemble des pays, et qui plus est, asseoir encore en plus le monde unipolaire et non pas multipolaire tel que le défendent aujourd'hui les pays comme la Chine, la Russie, l'Iran et un certain nombre d'autres pays asiatiques et africains qui eux ne veulent pas se voir soumettre à une entité, une autorité suprême, on va dire, qui forcément, la raison pour laquelle ces pays... Je rappelle surtout, par exemple, la Russie n'est pas contre,
je dirais, un monde unipolaire. Là où par contre la Russie n'est pas d'accord, c'est qu'évidemment c'est un monde unipolaire où le pouvoir ne serait pas partagé. C'est-à-dire que le pouvoir retiendrait toujours au même. Le problème, c'est un peu comme l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN, on veut faire une coalition internationale avec un ensemble de pays, etc., sauf que le commandement reste sous le contrôle des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ne partagent pas le pouvoir. Donc voilà un petit peu la raison, une des raisons pour lesquelles le monde unipolaire, tel que les Occidentaux veulent essayer de le construire, n'est pas du tout accepté ou n'est pas pris en compte par rapport à ça. Et donc, situation... La pandémie est une occasion, est une aubaine évidemment, pour essayer de glisser ce qui devrait normalement changer les codes, les règles, les modes de fonctionnement de l'économie mondiale, avec toutes les influences que ça implique sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan évidemment économique et financier, mais surtout sur les sociétés mêmes des pays les plus touchés, et plus particulièrement les pays occidentaux. Donc on va voir un peu ensemble comment M. Schwab, avec l'aide d'un autre auteur qui est Thierry Madré, on va voir un petit peu comment il amène un peu cette idée de grand reset. La raison pourquoi ce livre est important, c'est parce que même si aujourd'hui vous avez des économistes, vous avez des financiers, vous avez des politiciens, vous avez même des philosophes qui commencent déjà à faire parfois un certain nombre de livres, un certain nombre d'études, d'articles sur le grand reset. Le problème, c'est que Schwab est certainement celui qui est le plus à même en tant qu'architecte, l'un des architectes, je dirais, de promotion du Grand Reset. Donc c'est certainement celui qui aujourd'hui nous donne le plus d'éléments, les plus concrets de ce que pourrait être le Grand Reset. Car je rappelle pour l'instant, le Grand Reset, c'est un projet, c'est une idée, on n'a pas de choses véritablement concrètes, même si on se doute bien qu'ils ont déjà dû en discuter au mois de janvier lors des premières sessions du forum qui a eu lieu entre différents chefs d'État, entre différentes personnalités. On a pu voir d'ailleurs l'interview, l'entretien entre Schwab et le président Macron. Et au mois de juin, fin mai, début juin, je crois, ou fin juin, va avoir la réunion physique, plus ou moins, on va dire, à Singapour, pour commencer peut-être à préparer ce qui sera, ou plus ou moins présenté au fur et à mesure de l'évolution des choses. Et je rappelle un point très essentiel, c'est qu'un certain nombre d'éléments ne seront peut-être pas forcément imposés au peuple, mais on va essayer d'aller chercher le consentement des peuples. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire détruire, faire pourrir volontairement une situation pour ensuite dire au peuple, voilà, on ne peut plus rien faire, la situation est en quasi mort cérébrale, il y a une solution, mais la solution, il faut que ce soit vous qui nous donniez l'autorisation de la mettre en place. Voilà, en gros, comment va se présenter certainement les choses. Donc d'abord, petite présentation assez rapide, évidemment, des deux personnes concernées par ce livre. Alors, excusez-moi, je retire mes lunettes parce que sinon je ne vois pas. Donc Thierry Madré, il est le directeur associé de Monthly Barometer, un service d'analyse prédictive succincte dédié aux investisseurs privés, aux PDG, aux décideurs et aux leaders d'opinion du monde entier. Son expérience professionnelle comprend la fondation du Global Risk Network au Forum économique mondial et la direction de son équipe de programme. Thierry Madré a fait ses études à la Sorbonne et à l'école de haute études et sciences sociales à Paris et au St. Anthony's College à Oxford. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et en histoire ainsi que d'un doctorat en économie. Sa carrière s'étend de la banque d'investissement aux think tanks, en passant par le monde universitaire et le gouvernement, avec un séjour de 3 ans au cabinet du Premier ministre à Paris. Il a écrit plusieurs ouvrages économiques et articles universitaires et a publié 4 romans. Il vit à Chamonix en France avec sa femme Marie-Anne. Donc voilà, déjà un monsieur qui est un monsieur de l'ombre, on va dire. Mais le plus important, c'est évidemment le professeur Klaus Schwab. Professeur Klaus Schwab est le fondateur et président du Forum économique de Davos. En 1971, il a publié Modern Enterprise Management and Mechanical Engineering. Il y affirme qu'une entreprise doit servir non seulement les actionnaires, mais aussi
toutes les parties prenantes pour atteindre une croissance et une prospérité à long terme. Pour promouvoir le concept de parties prenantes, il a fondé la même année le fameux Forum économique mondial que nous connaissons en France plus sous le nom de Forum de Davos. Le professeur Schwab est titulaire d'un doctorat en économie à l'université de Fribourg et en ingénierie, École polytechnique fédérale de Lausanne, et d'une maîtrise en administration publique de la Kennedy School of Government de l'université de Harvard. En 1972, en plus de son rôle de leader au Forum, il devient professeur de l'université de Genève. Il a depuis reçu de nombreuses distinctions internationales et nationales, dont 17 doctorats honorifiques. Ses derniers livres sont La 4e révolution industrielle, qu'il a écrit en 2016, un best-seller mondial traduit en 30 langues, et Façonner l'avenir de la 4e révolution industrielle en 2018. Donc, c'est quand même un personnage, on va dire, allemand, avec une culture allemande, et qui a évidemment déjà une vision sur le fait que le système économique aujourd'hui, le système capitaliste d'une façon globale, est arrivé à son terme et qu'il faut faire évoluer les règles du jeu, faire évoluer le système, parce que si on continue à fonctionner dans le système actuel, aujourd'hui on est arrivé au bout du bout. Hein. Donc forcément, ça ne peut pas forcément très bien fonctionner à terme. Alors Schwab, commence évidemment son livre, qui est en deux parties. La première partie, c'est qu'il nous fait une vision globale, une vision parfois détaillée de l'existant, de la situation, des potentiels, des risques du système économique mondial, et plus particulièrement concernant l'économie américaine, asiatique et évidemment européenne. Dans ce système-là, il commence son livre en établissant le cadre conceptuel, comme il le dit, par trois caractéristiques déterminantes du monde actuel. Et c'est ce que j'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, puisque le premier élément, c'est évidemment l'interdépendance. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livre, je vais juste vous faire un résumé assez rapide. Donc, l'interdépendance, c'est évidemment cette notion qu'on a de considérer que lorsqu'on a commencé à faire des échanges entre pays, il y a un certain nombre de données, un certain nombre de facteurs qui font que ces échanges fonctionne avec un certain nombre de codes dont les nations sont évidemment dépendantes pour le bon fonctionnement. Alors c'est des lois, c'est des règles, c'est des modes de fonctionnement en matière d'échanges économiques internationaux. Et donc c'est évidemment les interconnexions qui existent aujourd'hui avec les différents événements, les différents facteurs par exemple, aussi bien des facteurs positifs que les facteurs négatifs. Et c'est pour ça que l'interdépendance inclut également aujourd'hui le facteur du climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, nous sommes dépendants du climat, nous sommes dépendants de sa capacité aujourd'hui à ralentir, à modifier, à interférer, à gêner les processus commerciaux et économiques, et voire même structurels de nos pays. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur ce fameux changement climatique dont on a la perception flagrante qui est que les périodes événementielles, les phénomènes climatiques sont aujourd'hui beaucoup plus courts mais beaucoup plus violents, et de ce fait mettent à rude épreuve nos sociétés modernes, voire même les pays émergents. C'est par exemple les catastrophes environnementales d'origine humaine, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques extrêmes qui ont une interdépendance sur l'échec des actions climatiques, et voire influer les migrations volontaires ou involontaires, et induit des échecs de la gouvernance nationale, des échecs de la gouvernance mondiale, etc., etc., les crises budgétaires, le chômage, etc. Donc c'est ça un petit peu les interdépendances. Ensuite, le deuxième facteur, le deuxième élément, c'est la vitesse. C'est évidemment la vitesse à laquelle vont les événements et à laquelle parfois on incite à aller parfois plus vite que la musique pour des intérêts lucratifs, pour les intérêts de préserver des systèmes économiques, de préserver des empires économiques. Alors, concernant la vitesse, l'un des exemples, c'est par exemple aux États-Unis, on l'a vu, il y a une inondation de produits chinois à bas coût que les Américains n'ont aujourd'hui pas la capacité d'absorber en tant que consommateurs. C'est-à-dire que là, on va plus vite que la musique, mais ça permet derrière de faire fonctionner
tout un système de production, système de transport, tous ces systèmes-là sur lesquels reposent évidemment des rapports et des éléments de chiffre d'affaires concernant un certain nombre d'acteurs économiques dans tout ce processus de l'import et de l'export, mais au final, pour transporter des marchandises dont le pays n'a pas franchement besoin. C'est-à-dire que là, on est sur une surabondance de produits, mais qui fatalement ne seront pas consommés à terme. Donc voilà un des exemples, je dirais, de ce que l'on appelle le phénomène de vitesse. Autre paramètre, si j'arrive à le retrouver, qui est voilà, la complexité. C'est évidemment la complexité, c'est toutes les particularités que nous avons, chacun des pays, et je pense que l'Union européenne vous en donne la démonstration absolue, c'est que chaque pays, on essaie de vouloir harmoniser, on essaie de réglementer les choses dans l'intérêt de tous, mais c'est pas forcément évident parce que nous fonctionnons quand même avec 26 pays qui ont des cultures parfois différentes, qui ont des intérêts différents, qui ont des langues différentes, et que ça met encore plus de complexité à faciliter les échanges, à faciliter les interactions, je dirais, à la fois gérées de façon centralisée par l'Union européenne, comme aussi par les États-nations. Et forcément, ça, ce sont des écueils, ce sont des entraves qui ralentissent, voire même nuisent l'évolution vers un nouveau modèle économique qui doit impérativement se munir d'une entité qui, finalement, gérera et décidera et mettra le point sur la table pour dire voilà, maintenant c'est comme ça qu'on fonctionnera dans tel ou tel domaine, ce sera telle et telle norme pour tout le monde, et terminé. Oui, on en vient déjà un petit peu à de la décision presque totalitaire. Ensuite, il aborde la réinitialisation économique. Mais d'abord, il fait un petit peu un état des lieux. Alors, il parle évidemment de la pandémie, de l'évolution de la pandémie, etc. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Il revient aussi sur le fait qu'il y a eu aussi une sorte de sophisme sur l'économie qui a peut-être incité à faire des sacrifices, finalement, pour la croissance. C'est, je pense, un peu ce qu'on a vu entre janvier et mars dans la plupart des pays, puisque si déjà, dès janvier, on savait que la Chine était en train de subir une pandémie, les décisions ont été très lentes, les décisions étaient très, je dirais, très incertaine face aux conséquences, évidemment. Si on prenait déjà des dispositions pour commencer à faire de la quarantaine, commencer à fermer les frontières, pour essayer de ralentir l'extension du virus, eh bien forcément, il y a des acteurs économiques, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la plupart des pays ont fait, chacun a fait un petit peu ce qu'il voulait, parce que tout le monde était suspendu plus ou moins aux décisions de l'OMS, dont la France a été suspendue à la décision de l'OMS. Je rappelle que l'OMS a décrété ou a utilisé enfin le terme pandémique qu'à partir de la mi-mars, et c'est qu'à partir de la mi-mars que là l'État français a commencé à prendre des mesures sanitaires qu'elle n'a pas prises avant. Souvenez-vous que quand on avait déjà des cas qui commençaient à se déclarer un petit peu partout en Europe, en France, les aéroports, il y avait juste des affichettes pour signaler qu'il fallait se déclarer en venant de tel ou tel endroit, il fallait se faire tester, sauf que en France, on n'avait pas le matériel, on n'avait plus le matériel, on n'avait pas les infrastructures, je ne vais pas refaire l'histoire, mais là, très clairement, l'État français a été totalement débordé, totalement inefficace sur la prévention, sur des décisions préventives. Ils se sont juste contentés, en se planquant derrière l'OMS, en disant, nous, tant que l'OMS ne déclare pas de pandémie, nous, on n'a pas d'impératif à commencer à mettre en place des infrastructures ou prendre des décisions sanitaires restrictives à ce niveau. Donc fatalement, oui, ça peut amener des questions. Ça a eu évidemment des conséquences sur la croissance et l'emploi. Je
je ne vais pas revenir dessus parce que bon, la croissance économique, etc. Il revient un petit peu sur les antécédents et ce qui se passait déjà avant l'effet de la pandémie. Pour les régions, par exemple, je peux vous donner ça, pour les régions et les pays déjà sortis du confinement, il est trop tôt pour savoir comment évoluera la croissance du PIB. Fin juin 2020, alors je rappelle, les livres a été publié en juillet-août, je crois. Donc certaines données en forme de V, comme l'indice directeur d'achat PMI du secteur manufacturier de la zone euro, et quelques faits anecdotiques ont généré une remontée plus forte que prévu, mais nous ne devrions pas nous enthousiasmer pour autant, et pour deux raisons. La nette amélioration de l'indice PMI de la zone euro et aux États-Unis ne signifie pas que ces économies ont franchi un cap. En effet, on sait qu'aujourd'hui, il y a certains facteurs économiques qui sont des facteurs surévalués. En termes de croissance future, l'un des indicateurs les plus significatifs à surveiller est le taux de l'épargne. En effet, aujourd'hui, on constate que les citoyens d'un grand nombre de pays ont finalement forgé de l'épargne, puisqu'en avril, pendant le confinement, le taux d'épargne personnelle aux États-Unis est passé à 33%, tandis que dans la zone euro, le taux d'épargne des ménages calculé autrement que le taux d'épargne personnelle aux États-Unis est atteint 19%. Donc vous voyez, c'est des facteurs qui fonctionnent éventuellement avec, pour et à cause de la situation. Alors il parle aussi de l'emploi, mais là je ne vais pas revenir. Je peux vous donner quelques éléments, en effet quelques chiffres. Par exemple, il dit qu'en juin 2020, l'augmentation du taux de chômage aux États-Unis, qui n'était que de 3,5% avant la pandémie, était beaucoup plus élevé que partout ailleurs. En avril 2020, le taux de chômage aux États-Unis avait augmenté de 11,2 points de pourcentage par rapport à février, alors que pour la même période en Allemagne, il avait augmenté de moins d'1 point de pourcentage. Deux raisons expliquent cette différence frappante. Aux États-Unis, le marché du travail a une culture du hired fire, c'est engagé et licencié, qui n'existe pas et qui est souvent interdit par les lois européennes. Et la deuxième raison, c'est dès le début de la crise, l'Europe a mis en place des mesures fiscales destinées à soutenir l'emploi. Alors ça, je rappelle, le livre a été écrit a été publié en été 2020. Depuis, aujourd'hui, en matière de chiffres aux États-Unis, on peut dire que la pandémie a plus ou moins détruit l'ensemble de tous les emplois que les États-Unis avaient réussi à créer en 10 ans. Donc, vous voyez, c'est vous dire que les conséquences, si aujourd'hui on est encore sur la pandémie, sur encore des réflexions en matière de sanitaire, sur la vaccination, etc., quand on va réussir à apaiser un peu la situation par rapport à la pandémie elle-même, quand on va revenir à des réalités économiques et sociales, là ça va faire mais très très mal. Alors, il dit, par exemple, en Allemagne, le régime de chômage partiel a remplacé jusqu'à 60% du salaire de 10 millions de salariés qui auraient autrement perdu leur emploi, tandis qu'en France, un régime similaire a également aidé le même nombre de travailleurs en leur fournissant jusqu'à 80% de leur salaire précédent. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu en effet des ordres exécutifs qui ont été signés par Donald Trump pour débloquer des milliards de dollars afin de soutenir le chômage. Donc beaucoup de gens ont eu, je dirais, entre 200, 400, 600 dollars par semaine pour subvenir à la situation. Sauf que ces plans-là, évidemment, c'est des plans qui sont limités, alors certains ont été renouvelés, il y en a certains qui ont été renouvelés au niveau de certains États, mais il y a certains États qui ne les ont pas renouvelés parce que c'était Donald Trump. Et là, on a encore Biden qui vient de relancer un plan de, je ne sais plus combien, je crois 9 milliards de dollars, ou je ne sais plus la somme exacte, pour justement encore soutenir, je dirais, les aides sociales, l'aide au chômage, parce que y a encore beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté et qu'il est très clair que même si déjà le Texas, le Mississippi ont décidé de revenir à une situation de la normale, c'est-à-dire d'arrêter toutes les règles de restriction sanitaire, il est évident que l'impact économique sur un certain nombre de secteurs, sur un certain nombre d'entreprises, va faire que les entreprises ne vont pas reprendre leurs employés et que donc va forcément y avoir des résidus de chômage partiel qui vont se transformer en chômage tout court. Donc ça, c'est évidemment une situation qui va peser très très lourd, je dirais, sur le système d'une façon globale.
À quoi pourrait ressembler la croissance future ? Dans l'ère post-pandémique, selon les projections actuelles, la nouvelle normalité économique pourrait être caractérisée par une croissance beaucoup plus faible que dans les décennies passées. Alors, en sachant que sur les décennies passées, la croissance, s'il y en avait, elle était quand même nettement insuffisante pour prétendre à une relance économique mondiale. Donc on a subi évidemment les contre-coups de la crise de 2008. La profonde perturbation causée par la Covid-19 à l'échelle mondiale a offert aux sociétés une pause forcée pour réfléchir à ce qui a vraiment de la valeur. Les réponses d'urgence économique à la pandémie étant désormais en place, il est possible de saisir l'occasion de procéder au type de changements institutionnels et de choix politiques qui placeront les économies sur une nouvelle voie vers un avenir plus juste et plus vert. L'histoire de la remise en question radicale dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, qui a inclut la création des institutions de Bretton Woods, des Nations Unies et de l'Union européenne et l'expansion des États-providence montre l'ampleur des changements possibles. En effet, la Schwab s'appuie sur la période d'après-guerre, d'après-Seconde Guerre mondiale pour élaborer le fait qu'une crise majeure mondiale a forcément des conséquences et amène forcément des changements. Donc c'est déjà là, c'est une phrase qui est quand même importante parce que pour tous ceux qui disent on va revenir à la normale, non, il n'y aura pas de retour à la normale, on va revenir à une société avec des nouveaux codes, avec des nouvelles façons de voir les choses, avec des nouvelles façons de gérer les choses. Et d'ailleurs, Schwab admet que de façon un petit peu, je dirais, assez timide, sans aller trop dans le détail, mais d'une façon globale, Schwab dit que la mondialisation, ou tout du moins le mondialisme, quoiqu'il n'utilise jamais le terme mondialisme, il utilise plus le terme mondialisation, que la mondialisation va devoir radicalement changer. Et là, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il ne prend pas de risque, parce que la mondialisation, comme je vous l'ai expliqué, c'est les échanges naturels qui s'opèrent depuis des décennies, voire des siècles et des siècles, depuis que l'homme est civilisation, et depuis que les civilisations se sont rencontrées et ont commencé à échanger. C'est ça la mondialisation. Le mondialisme, et c'est ça qui est très intéressant parce que dans son livre, il n'utilise que quasiment jamais le terme mondialisme. Mondialisme, c'est l'accaparement, c'est l'hégémonie, c'est le contrôle, c'est la conquête, c'est la prise de contrôle hégémonique d'une minorité, d'une élite sur l'ensemble des facteurs sociétaux que sont les facteurs économiques, politique, social, culturel. C'est ça le mondialisme aujourd'hui. Donc là, je passe un peu sur ce passage-là, parce que là, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur YouTube qui nous amènent un petit peu à voir les changements. Mais bon, il a quand même résumé un petit peu les évolutions. C'est-à-dire surtout au niveau de l'Union européenne, on a bien vu qu'il y avait déjà une volonté de considérer que l'une des leçons de la Seconde Guerre mondiale, c'est que il va falloir changer peut-être le modèle du principe d'État-nation. C'est-à-dire que le problème de l'État-nation, c'est que même, et je dirais même pire, sur une démocratie, c'est que la démocratie, elle peut permettre à des gens d'accéder à des pouvoirs et finalement tout foutre en l'air. C'est-à-dire que on le voit bien ce qui s'est passé avec les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis étaient plus ou moins chefs de file d'un certain nombre de corporations, d'un certain nombre d'organisations, et étaient même des acteurs essentiels, importants d'un certain nombre d'organisations. Donald Trump est sorti de tout ça, et ça a foutu quand même un sacré bordel. À tort ou à raison, on ne va pas faire le débat là maintenant parce qu'on n'a pas trop le temps de se lancer sur ça. Mais il suffit de voir le retour de Biden. Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Une des premières organisations sur lesquelles il est revenu, il a fait revenir les États-Unis dans l'OMS. Parce que l'OMS, c'était, je crois que les États-Unis est le plus gros contributeur en matière de budget de l'OMS. Autre conséquence, autre état, on va dire, pré-Covid et actuel Covid, c'est évidemment la politique fiscale et monétaire. Là, il est clair qu'il explique qu'il va y avoir des mesures
draconienne à prendre, parce que si on garde le modèle actuel et qu'on essaie de croire qu'on peut repartir sur ce modèle-là, là encore, le modèle, la dangerosité du modèle dans lequel on est actuellement, c'est que aujourd'hui, ça fait depuis quand même plusieurs années, je dirais même presque 10 ans, que on drogue, on dope, on a mis sous perfusion l'économie mondiale avec tous les quantitative easing, que ce soit de la Fed, que ce soit de la Bank of England, que ce soit la BCE, pourtant la BCE qui s'était quand même mis une règle de ne pas faire de quantitative easing, et pourtant elle a fini par en faire d'une certaine manière, au détriment d'ailleurs de certains choix, puisque je rappelle quand même que les Allemands n'étaient pas du tout pour... mais de toute façon, ils n'ont pas eu le choix, parce que sinon l'euro explosait en plein vol, et l'Union européenne aussi. Donc ils n'ont pas eu le choix de faire ce genre de procédé. Question, interrogation évidemment, déflation ou inflation, c'est vrai que là, on est dans cette période, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va prédominer? Est-ce qu'on va aller dans une période de déflation? Est-ce qu'on va plutôt aller dans une période d'inflation? Sur quel ou tel facteur? Sur tel ou tel secteur, etc. Là, les questions sont posées, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de gens qui essaient d'expliquer les choses, etc. Mais en gros... En réalité, personne ne sait comment le rétablissement d'une nouvelle normalité, je vais dire, va pouvoir avoir comme influence. Et puis, il y a un autre élément aussi sur lequel il aborde, et là, par contre, c'est très intéressant. Il parle du sort du dollar américain. Alors, je rappelle, le dollar fait partie des monnaies d'échange international, du fameux panier international avec l'euro, le yuan, ce qu'on appelle aussi le RMB, le renminbi, la livre sterling et le yen. Oui, c'est ça, hein. Dollar, yen, euro, yuan et la livre. J'ai dit quoi? Je sais plus. Dollar, euro, livre, yen et le yuan chinois, le renminbi, parce qu'il y a plusieurs noms. Et donc, il parle du sort du dollar américain. Le dollar américain, aujourd'hui, c'est toujours une monnaie, on va dire, qui est utilisée pour des échanges internationaux. Même si l'euro a réussi à plus ou moins s'implanter comme étant aussi une monnaie internationale, mais aussi monnaie d'échange, mais pas forcément de refuge, c'est le cas par contre du dollar. C'est-à-dire que le dollar sert aussi de refuge pour un certain nombre de pays. Vous avez beaucoup de pays aujourd'hui qui achètent du dollar en matière de monnaie refuge. Inversement à d'autres pays qui, eux, ont compris qu'il allait y avoir à un moment donné une dédollarisation de l'économie mondiale, dans cette idée, alors là très européenne, de vouloir créer une monnaie mondiale. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il va falloir se débarrasser des monnaies internationales, d'où la raison pour laquelle, et aussi une façon aussi de s'extirper de l'hégémonie du giron américain et de l'influence américaine, de la dédollarisation, par exemple, de la Russie, tout comme de la dédollarisation de la Chine. C'est-à-dire que la Chine et la Russie, qui avaient acheté du dollar en réserve monétaire, eh bien, ont revendu leur dollar pour s'orienter plus vers de l'or physique. Et donc il le dit que peut-être à un moment donné, il faudra réfléchir à l'idée peut-être que le dollar ne sera peut-être plus la monnaie de référence. Et il dit, depuis un certain temps, certains analystes et décideurs politiques envisagent une fin possible et progressive de la domination du dollar. Ils pensent désormais que la pandémie pourrait être le catalyseur qui leur donne raison. Leurs arguments est double et concerne les deux aspects de la problématique de confiance. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est déjà la possibilité, je dirais, pour une certaine élite mondialiste de commencer à considérer que les États-Unis, on était bien content de trouver ce pays-là parce qu'il avait une certaine influence, avait une certaine puissance, mais là aujourd'hui, les États-Unis restent une puissance d'influence et ils vont retrouver évidemment cette influence avec le retour des démocrates mondialistes à la Maison-Blanche, mais les États-Unis commencent à devenir un boulet.
Voilà, donc on comprend un petit peu l'expression. Donc si vous avez des gens qui commencent à imaginer la chose, c'est que à terme, peut-être que les États-Unis vont passer à la trappe. De quelle manière, comment, pourquoi, avec quoi et sur quelle période, ça, pour l'instant, c'est un inconnu. On a simplement l'idée, et ça c'est une idée qui n'est pas nouvelle avec la Covid, c'était déjà le cas depuis maintenant, je dirais une dizaine d'années, depuis la crise de 2008, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de très riches empires, etc., qui ont tenu pour responsables les États-Unis d'une part de la crise. C'est-à-dire que c'est un peu l'hypocrisie d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de fortunes qui se sont faites grâce au CDS, etc., et qui aujourd'hui sont en train de montrer du doigt les États-Unis pour ne pas avoir, à un moment donné, crié holà, ou d'avoir mis un peu plus de régulation sur la question, afin d'éviter le massacre. Alors je vais vous lire rapidement le passage. D'une part, en gérant l'économie de manière raisonnable, les sceptiques quant à la domination du dollar américain soulignent la détérioration forte et inévitable de la situation budgétaire américaine. C'est vrai que là, c'est un glissement total. Dans leurs esprits, des niveaux d'endettement insoutenables finiront par éroder la confiance dans le dollar américain. En effet, si les États-Unis continuent à laisser glisser comme ça leur endettement, il y a un moment donné où même la manipulation au niveau du marché monétaire, même la présence du dollar en tant que monnaie de référence dans le panier international, il y a un moment donné où ça va influencer forcément sur la valeur même du dollar. Qu'on soit très clair sur la question. Dans leurs esprits, les niveaux d'endettement donc se atteindre juste avant la pandémie. Les dépenses de défense des États-Unis, plus les intérêts de la dette fédérale, plus les paiements annuels de droits, Medicare, Medicaid et Sécurité sociale, représentaient 112% des recettes fiscales fédérales, contre 95% en 2017. Cette voie non viable s'aggravera dans l'ère post-pandémique et post-renflouement. Parce qu'en effet, les conséquences, on le voit déjà, puisque politiquement, la question est posée, même si on sent bien que les politiques américains sont très timides sur la question, c'est de réinventer le modèle de la sécurité sociale de santé américaine. Cette voie non viable s'aggravera dans l'ère post-pandémique, post-renflouement. Selon cet argument, quelque chose de majeur devra donc changer, soit par un rôle géopolitique beaucoup plus réduit, soit par une fiscalité plus élevée, ou les deux. En effet, le fait que l'armée américaine soit aujourd'hui une des armées les plus importantes en matière de budget, en matière de moyens, c'est le problème séculaire de toutes les grandes guerres, de tous les conquérants. Ça a été le cas de Napoléon. À force de conquérir, de s'étendre et devoir financer des casernements aux quatre coins de la planète, forcément ça pèse énormément sur les budgets militaires. Autrement, le déficit croissant atteindra un seuil au-delà duquel les investisseurs venant d'autres pays que les États-Unis ne seront pas disposés à le financer. Parce que qu'est-ce qui soutient le dollar? C'est tant que vous avez des investisseurs qui soutiennent le dollar, ça va. Mais si ces investisseurs commencent à dire que non, ça commence à sentir trop le roussi, la chute risque d'être très 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 sévère. C'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, s'il y a encore une dizaine d'années, les États-Unis étaient immanquablement un pays sur lequel il fallait compter sur, je dirais, l'influence en matière d'économie mondiale, aujourd'hui, le fait que vous ayez quand même des gens dans l'élite qui commencent à poser la question de se dire est-ce que les États-Unis aujourd'hui peuvent encore avoir les reins suffisamment solides pour continuer à jouer leur rôle, la question est posée. Après tout, le statut de monnaie de réserve ne peut pas persister une fois perdu la confiance étrangère dans la capacité du détenteur à honorer ses paiements. D'autre part, en gérant le dollar américain de manière sensée pour le reste du monde, ceux qui ont des doutes sur la domination du dollar soulignent l'incompatibilité de son statut de monnaie de réserve mondiale avec la montée du nationalisme économique dans d'autres pays. Même si la Réserve fédérale et le Trésor américain gèrent efficacement le dollar et son réseau influent dans le monde entier, les sceptiques soulignent que la volonté de l'administration américaine de faire du dollar une arme à des fins géopolitiques, comme en punissant des pays et des entreprises qui font affaire avec l'Iran et la Corée du Nord,
incitera inévitablement les détenteurs de dollars à chercher des alternatives. Et là, à votre avis, quelle pourrait être l'alternative, si ce n'est la Chine? En revanche, il peut y avoir une autre option. L'autre option, c'est la monnaie virtuelle. Ah, tout d'un coup, ça vous parle. Tout d'un coup, vous dites, mais au fait, pourquoi la garde, justement, veut à un moment créer un euro digital? Eh bien, tout simplement parce que la capacité d'une monnaie virtuelle pourrait être éventuellement à terme un projet international de création d'une monnaie mondiale cryptée. Existent-t-il des alternatives viables? Les États-Unis restent un formidable hégémon financier mondial. Le rôle du dollar dans la transaction financière internationale est beaucoup plus important, bien que moins visible que dans le commerce international. Mais il est également vrai que de nombreux pays voudraient contester la domination mondiale du dollar. À court terme, il n'existe pas d'alternative. Le renminbi chinois pourrait être une option, mais pas avant que les contrôles stricts des capitaux soient éliminés et que le renminbi se transforme en une monnaie déterminée par le marché, ce qui ne devrait pas arriver dans un avenir proche. Là, vous voyez, Schwab, il ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'il garde l'idée qu'on va continuer à fonctionner avec du dollar, mais admet quand même que, même si pour l'instant la Chine reste dans une situation économique pas forcément très favorable à pouvoir soutenir l'Yuan, c'est un petit peu d'ailleurs le problème de la Chine, c'est qu'il y a la conviction et l'ambition politique et la réalité économique. Et c'est ce qui est souvent reproché d'ailleurs à la Chine, c'est que entre les ambitions et la réalité, il y a des fois un gros fossé, ce qui met énormément de doutes et de suspicions sur le fait de voir peut-être le yuan à terme devenir peut-être une monnaie de substitution. Il en va de même pour l'euro. Il pourrait constituer une option, mais pas avant que les doutes sur une éventuelle implosion de la zone euro ne se dissipent définitivement, ce qui est, une fois encore, est une perspective peu probable dans les prochaines années. En effet, la Schwab, lui, il est conscient que dans la terre actuelle de l'Union européenne, dans sa structure, l'euro n'est pas viable. Quant à une monnaie virtuelle mondiale, il n'y en a pas encore une ou une en vue. Mais il en existe des tentatives de lancement de monnaie numérique nationale et susceptibles à terme de détrôner la suprématie du dollar américain. Donc vous comprenez pourquoi Lagarde commence à suggérer l'idée de créer un euro virtuel. La plus importante a eu lieu en Chine fin avril 2020, avec le test d'une monnaie numérique nationale dans 4 grandes villes. Le pays a des années d'avance sur le reste du monde dans le développement d'une monnaie numérique combinée à de puissantes plateformes de paiement électronique. Cette expérience montre clairement qu'il existe des systèmes monétaires qui tentent de devenir indépendants des intermédiaires américains tout en s'orientant vers une plus grande numérisation. Eh bien, la Schwab vous dit: nous sommes à l'aube d'une guerre monétaire encore plus accrue et au-delà des codes conventionnels du marché monétaire international. Donc vous voyez que la monnaie numérique va devenir certainement un enjeu capital à l'avenir. Autre chose que j'ai noté également, les questions et les doutes concernant le futur statut du dollar en tant que réserve de change mondiale rappellent à juste titre que l'économie n'existe pas isolément. Cette réalité est particulièrement dure dans le pays émergent et pauvre surendettés qui ne sont plus en mesure de rembourser leurs dettes, souvent libellées en dollars. Pour eux, cette crise va prendre des proportions énormes et il leur faudra des années pour en sortir, avec des dommages économiques considérables se traduisant rapidement par une douleur sociale et humanitaire. Dans tous ces pays, la crise de la Covid pourrait bien mettre fin au processus de convergence progressive qui était censé rapprocher les pays très développés et les pays émergents et en développement. Il en résultera une augmentation des risques sociétaux et géopolitiques, en rappel brutal de la mesure dans laquelle les risques économiques se recoupent avec les questions sociétales et géopolitiques. Et en effet, aujourd'hui, si l'on voit qu'il y a une course au vaccin, eh bien, la course au vaccin, elle se fait entre les Occidentaux, voire peut-être les Asiatiques, mais finalement, l'Afrique, l'Afrique, démerdez-vous. Et comment voulez-vous
réussir à attirer une confiance envers une idée de gouvernance mondiale si déjà c'est chacun pour soi. Donc ça ne peut pas fonctionner, très clairement. La réinitialisation sociétale, là pareil, je vais passer un peu dessus parce que c'est très virtuel. Je vais juste vous donner une affirmation qui a été faite par Henry Kissinger. Pour ceux qui ne connaissent pas Henry Kissinger, le voici. La cohésion et la prospérité des nations reposent sur la conviction que leurs institutions peuvent prévoir les catastrophes, endiguer leurs effets et restaurer la stabilité. Lorsque la pandémie de Covid-19 sera passée, les institutions de nombreux pays donneront l'impression d'avoir échoué. Et là, il a parfaitement raison. Je rappelle Kissinger, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée carrière, une sacrée expérience, et que ce genre de phrase n'est pas totalement anodine. C'est que pour lui, très clairement, et là, on sent la France plus ou moins visée par ce genre de propos, que les institutions, finalement, ont échoué à gérer efficacement la Covid, et que forcément, et c'est d'ailleurs peut-être ce dont a peur, c'est la plus grande peur d'ailleurs je pense de Macron, c'est qu'une fois que si les vaccins fonctionnent et si on arrive à sortir des mesures sanitaires, Macron a chié dans son froc parce qu'il sait pertinemment que les Français vont se retourner contre lui parce que au niveau économique, au niveau social, ça va être un désastre incommensurable. Je vais passer sur le 1. Les pays voisins qui partagent de nombreuses similitudes structurelles, alors justement il en parle comme la France et l'Allemagne, ont eu un nombre à peu près équivalent de cas confirmés, mais un nombre de décès de la Covid-19 étonnamment différent. Donc déjà, vous voyez, là il met le doigt sur la gestion pandémique qui a fait que si l'Allemagne a plus ou moins réussi à limiter la casse, ce n'est pas le cas de la France. Outre les différences dans les infrastructures de soins de santé, qu'est-ce qui explique ces anomalies apparentes? Actuellement, en juin 2020, nous sommes toujours confrontés à de multiples inconnus concernant les raisons pour lesquelles la Covid-19 a frappé et s'est répandue avec une telle virulence dans certains pays et régions et pas dans d'autres. Cependant, et globalement, les pays qui s'en sont sortis le mieux partagent les caractéristiques générales et communes suivantes. Ils étaient préparés à ce qui allait arriver sur le plan logistique et organisationnel. Ils ont pris des décisions rapides et décisives. Ils disposent d'un système de santé rentable et inclusif. Ce sont des sociétés fondées sur une grande confiance. Leurs citoyens font à la fois confiance aux dirigeants et aux informations qu'ils leur fournissent. Ils semblent contraints de faire preuve d'un réel sens de la solidarité en préférant le bien commun aux aspirations et aux besoins individuels. Et là, on peut dire que la France a complètement raté ce tournant, à l'exception partielle des premiers et deuxièmes attributs plus techniques, bien que la technicité implique des éléments culturels, tous les autres peuvent être classés comme des caractéristiques sociétales favorables, ce qui prouve que les valeurs fondamentales d'inclusion, de solidarité et de confiance sont des éléments déterminants et des facteurs importants pour réussir à contenir une épidémie. Et j'ajouterais sur ce que vient de dire Schwab, je dirais aussi, il y a aussi la population, le nombre de populations et la concentration de la population. Et la culture aussi de ces pays. On parle souvent de la Suède, la Suède où les chiffres prennent souvent exemple de comparaison avec ce qui a été fait en France. Si vous avez un peuple assez réduit, on va dire, sur un territoire avec une concentration beaucoup plus accrue sur les métropoles, eh bien vous avez la possibilité de permettre aux gens d'avoir accès à des infrastructures de santé beaucoup plus efficaces que lorsque vous avez une population disséminée. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais en France, pourtant c'est pareil, il y a beaucoup de population dans les centres-villes, etc. Mais en France, le problème, c'est qu'il y a aussi le problème structurel, le problème logistique qui s'est posé. Le manque de lits, le manque de structures, le manque de personnel, le manque de moyens, le manque de masques, le manque de tests. Donc là, c'est au niveau logistique, et c'est pour ça qu'il dit qu'à l'exception des premiers et deuxièmes attributs, qui sont des attributs techniques, logistique, d'une manière générale, ce qui a aussi fait fonctionner, c'est la prise de conscience des populations, ou tout du moins des gens, à se prémunir et se préserver et jouer la solidarité pour lutter contre le virus. Donc là, c'est
tous ces passages-là sont assez aujourd'hui révélateurs de la situation. Schwab parle aussi des inégalités. Eh bien oui, la métaphore de la Covid-19 en tant que grand niveleur véhicule un cliché sérieusement trompeur sur le coronavirus. C'est en fait tout le contraire. Le coronavirus a exacerbé les conditions préexistantes d'inégalité partout et à chaque fois qu'elle a frappé. Et en effet, aux États-Unis, force est de constater que si aujourd'hui certains ont mis en avant le fait que sur les contaminations et sur les décès, il y a majoritairement une grande proportion d'Afro-Américains, voire d'Hispaniques, c'est tout simplement parce que c'est les populations qui sont les plus présentes dans les métiers qui ont continué à fonctionner, c'est-à-dire tous les métiers de service, de restauration, de maintenance, d'entretien, qui fatalement évidemment a exposé de façon beaucoup plus accrue ces personnels, des métiers majoritairement tenus par des gens de la communauté afro-américaine et hispanique. Le premier effet de la pandémie a été d'amplifier l'enjeu gargantuesque de la justice sociale en mettant en lumière les disparités choquantes entre les degrés de risque auxquels sont exposées les différentes classes sociales. Dans une grande partie du monde, un récit approximatif, bien que révélateur, a émergé pendant le confinement. Il décrivait une dichotomie. Les classes supérieures et moyennes pouvaient télétravailler et faire école à leurs enfants depuis leur domicile, dans leur résidence principale ou, lorsque cela était possible, dans des résidences secondaires plus éloignées des centres urbains, tandis que les membres de la classe ouvrière, pour ceux ayant un emploi, n'étaient pas chez eux et ne supervisaient pas l'éducation de leurs enfants, mais travaillaient en première ligne pour aider à sauver des vies et l'économie, en nettoyant les hôpitaux, en travaillant à la caisse dans les grands magasins, les magasins de première nécessité, en transportant des produits de première nécessité et en assurant notre sécurité. Et en effet, force est de constater que le confinement, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le confinement est censé être une adaptation à la grande échelle de la quarantaine. Le problème, c'est que si dans une famille ou dans un foyer ou dans un immeuble, des gens sortent tous les jours pour aller travailler, ça augmente toutes les chances qu'ils attrapent le virus et qu'au retour à la maison, ils contaminent les gens qui sont confinés dans l'immeuble. Logique. Plus de 75% des travailleurs américains de la finance et de l'assurance peuvent faire leur travail à distance, contre seulement 3% des travailleurs beaucoup moins payés de l'industrie alimentaire. En plein milieu de la pandémie, c'est-à-dire en mi-avril, la plupart des nouveaux cas d'infection et le nombre de décès ont montré plus clairement que jamais que la Covid était loin d'être le grand niveleur ou égalisateur auquel tant de gens faisaient référence au début de la pandémie. Au lieu de cela, il est rapidement apparu que rien n'était juste ou équitable dans la façon dont le virus accomplissait sa besogne mortelle. Aux États-Unis, la Covid-19 a frappé de manière disproportionnée les Afro-Américains, les personnes à faible revenu et les populations vulnérables telles que les sans-abri. Dans l'État de Michigan, moins de 15% de la population est noire, les résidents noirs ont représenté environ 40% des décès dus à des complications liées au Covid-19. Le fait que la Covid-19 ait touché les communautés noires de manière si disproportionnée n'est que le reflet des inégalités existantes. Aux États-Unis, comme dans de nombreux pays, les Afro-Américains sont plus pauvres, plus susceptibles d'être au chômage et sous-employés et d'avoir des conditions de logement et de vie médiocres. Par conséquent, ils souffrent davantage de problèmes de santé préexistants comme l'obésité, la maladie cardiaque et le diabète qui rendent la Covid-19 plus particulièrement mortelle. Et là, je confirme. J'ajouterais même que même quand vous avez des Afro-Américains qui ont des conditions sociales, je dirais pas aisées, mais confortables, c'est-à-dire que le couple, les deux travaillent, ont des enfants, etc., il y a aussi un phénomène culturel qui fait que ce sont des gens qui, même quand on les avertit, même quand on leur dit attention, soyez prudents, soyez attentifs, etc., en règle générale, ils ont une réaction qui est assez infantile, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention. Et il n'est pas rare, par exemple, de voir des Afro-Américains qui ont déjà un problème de poids conséquent dans les restaurants, se goinfrer de nourriture qui ne sont pas du tout diététiques et qui vont avoir par conséquent forcément des aggravations sur leur état de santé. Le deuxième effet de la pandémie et du confinement qui s'en est suivi a été de mettre en évidence la profonde
déconnexion entre la nature essentielle et la valeur innée d'un travail effectué à la récompense économique qui en découle. En effet, autrement dit, ce sont les individus dont la société a le plus besoin que nous valorisons le moins sur le plan économique. Et en effet, pendant la pandémie, tous les gens qui ont été essentiels pour pouvoir préserver pas seulement les plans économiques, mais faire tourner les commerces essentiels, permettre aux gens de pouvoir continuer à acheter de l'alimentation, à pouvoir aller se faire soigner ou faire du transport, etc. Et bien finalement, ce sont des métiers qui ont été opérés par des gens dont les rémunérations sont les plus basses. C'est-à-dire que l'inégalité, elle est là. C'est que si des gens ont pu continuer à travailler par du télétravail chez eux à des salaires de 2000, 2500, 3000 euros, le chauffeur de bus, le caissier, le réachalandeur dans le supermarché, l'infirmière, le soignant, eh bien eux ont des salaires toujours plus bas, avec plus de risques. D'où l'idée d'ailleurs en France du gouvernement qui a dit on va filer des primes au mérite, etc. Sauf que les primes au mérite, déjà, tous ceux qui étaient en temps partiel, ils n'y ont pas eu le droit. Comme vous savez qu'en règle générale, beaucoup d'entreprises maintenant ont quasiment les moitiés, voire les 2/3 de leurs employés qui sont en temps partiel. Arnaque. Au Royaume-Uni, par exemple, une grande majorité, près de 60% des prestataires de soins travaillant dans la communauté fonctionnent sur la base du contrat 0 heure. Ce qui signifie qu'ils n'ont aucune garantie d'heures régulières et, par conséquent, aucune certitude de revenus réguliers. L'ultralibéralisme. De même, les travailleurs dans les usines alimentaires sont souvent sous contrat de travail temporaire avec moins de droits que la normale et sans sécurité. C'est vrai, aux États-Unis c'est pareil. Les employés qui sont à temps plein ont un accès à une assurance santé fournie par l'entreprise. Ceux qui sont en temps partiel n'y ont pas le droit. Moi, j'y ai pas le droit. De même, les travailleurs, quant aux chauffeurs, livreurs, la plupart du temps catégorisés comme indépendants, ils sont payés à la livraison et ne bénéficient ni d'indemnité de maladie, ni de congés payés. En réalité, décrite de façon poignante dans la dernière œuvre de Ken Loach, Sorry We Missed You, un film qui illustre à quel point ces travailleurs sont toujours à deux doigts de la ruine physique, émotionnelle et économique, est en effet domino aggravé par le stress et l'anxiété. Eh oui. Ça, c'est pareil, c'est des phénomènes que l'on aime bien occulter dans les médias et qui va avoir forcément des conséquences à terme. D'où la raison pour laquelle déjà en Australie, vous avez l'Australie qui a commencé déjà un petit peu à remuer un petit peu dans les brancards auprès de Facebook, lorsque des intervenants, enfin des gens mettaient des contenus sur Facebook pour permettre à Facebook de jouer aussi ses cartes promotionnelles et de faire se tourner un petit peu son business. Maintenant, aujourd'hui, Facebook va devoir être obligé de payer les fournisseurs de contenu pour justement commencer un petit peu à remettre les choses au clair. Et enfin, Schwab, ça apporte aussi un élément essentiel, l'agitation sociale. Parce qu'en effet, l'un des dangers les plus profonds de l'ère post-pandémique est l'agitation sociale. Dans certains cas extrêmes, il pourrait conduire à la désintégration de la société et à l'effondrement politique. D'innombrables études, articles et avertissements ont mis en lumière ce risque particulier en se fondant sur le constat évident que lorsque les gens n'ont ni emploi, ni revenus, ni perspective de vie meilleure, ils ont souvent recours à la violence. La citation suivante saisit l'essence du problème. Elle s'applique aux États-Unis, mais ses conclusions sont valables pour la plupart des pays du monde. Donc la citation, « Ceux qui sont laissés sans espoir, sans emploi et sans bien pourraient facilement se retourner contre ceux qui sont mieux lotis. Environ 30% des Américains ont une richesse nulle ou négative. Si davantage de personnes sortent de la crise actuelle sans argent, ni emploi, ni accès aux soins de santé, et si ces personnes deviennent désespérées et en colère, des scènes telles que la récente évasion de prisonniers en Italie ou le pillage qui a suivi l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005 pourraient devenir monnaie courante. Si les gouvernements doivent recourir à des forces paramilitaires ou militaires pour réprimer, par exemple, des émeutes
ou des atteintes à la propriété, les sociétés pourraient commencer à se désintégrer. À votre avis, est-ce que c'est une affirmation alarmiste, pessimiste, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous paraît évident? Un peu plus loin, Schwab fait une référence. Dans les premiers jours de la crise, des personnalités éminentes se sont fait l'écho de ces préoccupations et ont alerté le monde sur le risque croissant de troubles sociaux. Jacob Wallenberg, l'industriel suédois, est l'un d'entre eux. En mars 2020, il a écrit « Si la crise se prolonge, le chômage pourrait atteindre 20 à 30% et les économies se contracter de 20 à 30%. Il n'y aura pas de reprise, il y aura des troubles sociaux, il y aura de la violence, il y aura des conséquences socio-économiques, un chômage dramatique. Les citoyens vont terriblement souffrir, certains mourront, d'autres se sentiront mal. Nous avons maintenant dépassé le seuil de ce que Wallenberg considérait comme inquiétant avec un chômage dépassant les 20 à 30% dans de nombreux pays du monde et avec la plupart des économies qui se sont contractées au cours du deuxième trimestre 2020, au-delà d'un niveau auparavant considéré comme préoccupant. Comment cela va-t-il se dérouler et où l'agitation sociale est-elle la plus probable et dans quelle mesure? Les questions sont posées. Pour vous donner un ordre d'idée, en mai 2020, le chômage des Afro-Américains s'élevait à 16,8%, contre un niveau national de 13,3%. Donc, si vous voulez, je pense qu'il va y avoir des réactions plus ou moins différentes suivant les pays, mais l'axe principal, évidemment, va être que ceux qui disent aujourd'hui le retour à la normale, en réalité, sont des menteurs. Ce sont des affabulateurs, ce sont des arnaqueurs, parce qu'ils jouent avec l'émotionnel des gens. Les gens veulent quoi? Ils veulent revenir à la vie d'avant, la vie de consommation, la vie de divertissement, la vie de balade, la vie de sortie, de bar, de restaurant, etc. Sauf que malheureusement, je rappelle, les vaccins, oui, il y en a peut-être qui marchent, oui, mais pour l'instant, on n'a pas atteint le seuil de recul suffisant pour savoir si, les vaccins ont véritablement une efficacité qui fonctionne, et deux, à savoir si les vaccins vont permettre d'acquérir une immunité permanente. Ce que actuellement un certain nombre de médecins, un certain nombre de chercheurs, de spécialistes ont l'air de dire, attention, nous n'en savons rien, puisque nous testons des produits qui n'ont pas été testés en temps normal parce qu'il y a urgence, il y a pandémie, mais nous ne savons pas si finalement la Covid-19 va devenir comme la grippe, c'est-à-dire un virus que des gens vont pouvoir lutter parce qu'ils vont avoir une immunité naturelle, collective, ou est-ce que ça va devenir comme la grippe, c'est-à-dire que vous allez vous faire vacciner de la grippe, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la choper? Et bien le Covid, ça va être pareil. C'est qu'on va vous dire, bah oui, mais l'année dernière, vous avez eu 2 doses, mais l'année prochaine, il va falloir refaire une dose parce que pour l'instant, on n'a pas les résultats, ou aujourd'hui, on a la conviction que le virus mute, et que les nouveaux mutants, les variants comme on les appelle, les vaccins, il y en a certains, ils vont les laisser passer à travers. Donc c'est pour ça, quand je dis, attention, gardez bien à l'esprit que la Covid-19, ou tout du moins le Covid, le coronavirus, c'est bien parti pour l'avoir peut-être pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que ce qui pourra lutter contre le coronavirus, c'est l'immunité collective. Acquise soit par des procédés naturels, soit par l'intermédiaire de traitements, ou par l'intermédiaire de vaccins. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Que ce soit bien clair dans les esprits. Et enfin, Schwab met aussi en avant le fait qu'il y a un élément essentiel qui jouera énormément sur éventuellement la mise en place d'un grand reset, ce sont les États. Est-ce que l'État aujourd'hui il faut le détruire ou est-ce qu'au contraire il va être un acteur important? Eh bien, si on veut véritablement installer une gouvernance mondiale, il est évident que l'État doit rester, alors pas forcément tel qu'il est, c'est-à-dire avec une certaine puissance, un certain pouvoir et surtout une certaine souveraineté. Selon les mots de John McElwaite et Adrian Woolridge, la pandémie du Covid-19 a redonné de l'importance au gouvernement. Il n'est pas seulement redevenu puissant, prenez ces sociétés autrefois puissantes qui supplient qu'on les aide, il est aussi redevenu
vital. Il est extrêmement important que votre pays dispose d'un bon service de santé, d'une bonne bureaucratie compétente et des finances saines. Un bon gouvernement, c'est la différence entre vivre et mourir. L'une des grandes leçons à tirer des 5 derniers siècles en Europe et en Amérique est la suivante. Les crises sévères contribuent à renforcer le pouvoir de l'État. Cela a toujours été le cas et il n'y a pas de raison que ce soit différent avec la pandémie de Covid-19. Les historiens soulignent le fait que l'augmentation des ressources fiscales des pays capitalistes à partir du XVIIIe siècle a toujours été étroitement associée à la nécessité de mener des guerres, en particulier celles qui se sont déroulées dans des pays lointains et nécessitaient des capacités maritimes. C'est le cas de la guerre de 100 ans, de 1756 à 1763, décrite comme la première guerre véritablement mondiale à avoir impliqué toutes les grandes puissances européennes de l'époque. Depuis lors, les réponses aux crises majeures ont toujours consolidé le pouvoir de l'État, à commencer par l'imposition. Un attribut inhérent et essentiel de la souveraineté appartenant de droit à tout gouvernement indépendant. Quelques exemples illustrant ce point suggèrent fortement qu'ici, comme par le passé, l'imposition va augmenter. Comme ce fut le cas auparavant, la logique sociale et la justification politique qui sous-tentent les argumentations seront basées sur le récit des pays en guerre, mais cette fois-ci contre un ennemi invisible. Et là, c'est très important parce que vous allez comprendre que ça pourra contribuer à un moment donné à permettre d'amener, on va dire, une nouvelle régence mondialiste quand les États vont devenir tellement gourmands, tellement voraces en taxes pour faire payer finalement le contribuable. Le taux d'impôt sur le revenu le plus faible en France était 0 en 1914. Un an après la fin de la Première Guerre mondiale, il était de 50%. Le Canada a introduit l'impôt sur le revenu en 1917 en tant que mesure temporaire pour financer la guerre, puis l'a étendu de façon spectaculaire pendant la Seconde Guerre mondiale sur une surtaxe fixe à 20% sur tous les impôts sur les revenus payables par des personnes autres que les sociétés et l'introduction de taux marginaux d'imposition élevés jusqu'à 69%. Les taux ont baissé après la guerre, mais sont restés sensiblement plus élevés qu'avant. De même, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'impôt sur le revenu en Amérique est passé d'un impôt de classe à un impôt de masse. Le nombre de contribuables passant de 7 millions à 1940 à 42 millions en 1945. Donc là encore, on utilise en fait les situations difficiles, les situations de conflit, d'interventionnisme ou de guerre pour légitimer de financer le pays et donc de financer la guerre. Ces taux maximaux, souvent accusés de confiscatoires par ceux qui devraient les payer, sont restés supérieurs à 80% pendant encore 20 ans. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux autres pays ont adopté la mesure fiscale similaire et souvent extrême. Au Royaume-Uni, pendant la guerre, le taux d'imposition le plus élevé a atteint le pourcentage remarquablement stupéfiant de 99,25%. Parfois, le pouvoir souverain de l'État en matière de fiscalité s'est manifesté par des avantages sociétaux concrets dans différents domaines, comme la création d'un système de protection sociale. Cependant, ces transitions massives vers quelque chose de totalement nouveau ont toujours été définies en termes de réponse à un choc extrêmement violent ou à la menace d'un choc à venir. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, a conduit à l'introduction du système public de protection sociale, du berceau à la tombe, dans la plupart des pays européens. La guerre froide aussi. Les gouvernements des pays capitalistes étaient tellement préoccupés par une rébellion communiste interne qu'ils ont mis en place un modèle d'État pour le contrecarrer. Ce système dans lequel les bureaucrates de l'État géraient la grande partie de l'économie, allant des transports à l'énergie, est resté en place jusque dans les années 1970. Et enfin, aujourd'hui, la situation est fondamentalement différente. Au cours des décennies écoulées, dans le monde occidental en particulier, le rôle de l'État a considérablement diminué.
Cette situation est appelée à changer, car il est difficile d'imaginer comment un choc exogène d'une ampleur de celle infligée par le Covid-19 pourrait être traité avec des solutions purement basées sur le marché. Je vous perds le reste. Tout ce qui arrive dans l'ère post-pandémique nous amènera à repenser le rôle des gouvernements. Ce qui est très subtil de la part de Schwab, c'est finalement de dire que les situations de crise renforcent le pouvoir de l'État. Mais en réalité, Schwab est très subtil dans le sens où là, il nous fait croire qu'on va revenir à un État-providence, sauf que le problème, c'est que ça va avoir un coût prohibitif, et qui va payer le coût, si ce n'est les populations, si ce n'est les citoyens, si ce n'est les gens comme vous et moi. Déjà qu'on n'a pas forcément les moyens de payer toutes les taxes et les impôts, vous imaginez bien que là, Schwab, en fait, on commence déjà à envisager l'idée de redonner un peu plus de pouvoir à l'État pour qu'il continue à faire plus de conneries, plus de fiscalité, faire payer toujours plus les mêmes au profit d'une minorité, au profit de privilégiés, au profit de la migration aussi, etc. Donc, c'est pousser un petit peu le bouchon, finalement, vers la contestation et vers la colère sociale par, finalement, le massacre de la fiscalité. Donc là, Schwab, il se sert finalement de l'historique pour vous faire comprendre que, comprenez bien, si vous voulez que l'État soit plus interactif à gérer les intérêts du peuple, vos intérêts, il va falloir que vous mettiez la main à la poche. Le contrat social, et là c'est un gros morceau parce que le contrat social, en effet, va en prendre plein la gueule à cause de la pandémie. Il est presque inévitable que la pandémie incitera de nombreuses sociétés dans le monde à reconsidérer et à redéfinir les termes de leur contrat social. Nous avons déjà fait allusion au fait que le Covid-19 a agi comme un amplificateur des conditions préexistantes, mettant en évidence des problèmes de longue date résultant de profondes fragilités structurelles qui n'avaient jamais été correctement traitées. Cette dissonance et une remise en question émergente du statu quo se traduisent par un appel pressant à réviser le contrat social auquel nous sommes tout plus ou moins liés. Au sens large, le contrat social désigne l'ensemble, souvent implicite, des dispositions et des attentes qui régissent la relation entre les individus et les institutions. En termes simples, c'est la colle qui lie les sociétés entre elles. Sans elle, le tissu social se défait. Pendant des décennies, elle a lentement et presque imperceptiblement évolué dans une direction qui a forcé les individus à assumer une plus grande responsabilité dans leur propre vie et leurs résultats économiques, amenant une grande partie de la population, plus manifestement dans les tranches de revenus faibles, à conclure que le contrat social était au mieux en train de s'éroder, voire, dans certains cas, de s'effondrer complètement. Alors, je ne vais pas vous lire le reste, parce que le reste, évidemment, c'est une analyse un petit peu structurelle du contrat social, mais là, je vous ai lu l'évidence, c'est qu'en effet, la pandémie, comme n'importe quelle crise qui touche l'échelle mondiale, ça a été le cas de la crise de 2008, sauf que la crise de 2008, on a mis un petit peu des couvertures sur les conséquences sociales, économiques, mais aussi structurelles d'un certain nombre de pays. Là, Schwab est en train de nous expliquer que le contrat social va falloir à un moment donné le réviser, il va falloir remettre les choses à plat. Sauf remettre les choses à plat, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire redonner plus de pouvoir à l'État pour lui responsabilité à gérer les intérêts du peuple, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on va plus dans un modèle où on va, comme dans le processus ultralibéral, c'est responsabiliser les individus dans leur capacité à se gérer eux-mêmes. Alors forcément, il y en a certains qui vont avoir des prédispositions et qui vont réussir, et puis d'autres dont l'échec va être déjà écrit d'avance. Le seul problème, c'est que donner plus de pouvoir à l'État, et là, Schwab, évidemment, n'aborde pas le sujet sur ce point, c'est que redonner du pouvoir à l'État pour redonner une force au contrat social, forcément, il y a une contrepartie. Et à votre avis, quel genre de contrepartie? Si ce n'est peut-être concéder un certain nombre de libertés, par exemple. Et enfin, je vais terminer, parce que là, ça va faire évidemment une longue vidéo. La réinitialisation géopolitique. Là, pareil, je vais passer un petit peu sur le principe, parce que, évidemment,
déjà au niveau de la mondialisation et du nationalisme, évidemment, ça va forcément faire tilt dans un certain nombre de pays. On a déjà le constat que l'Union européenne, qui se proclamait être l'avenir de l'Europe, de l'unité de l'ensemble des pays, etc., on s'est rendu compte que la pandémie, la gestion, ça a été chacun pour soi, et que l'Union européenne a été totalement submergée par l'incompétence et par la bureaucratie. Concernant le principe que Schwab aborde sur la démondialisation, pas démondialisme, mais démondialisation. Je vais juste vous donner ce passage où il dit « La forme la plus visible de la démondialisation progressive se produira au cœur de son réacteur nucléaire, la chaîne d'approvisionnement mondiale devenue emblématique de la mondialisation. Comment et pourquoi cela veut-il se passer? Les raccourcissements ou la relocalisation des chaînes d'approvisionnement seront encouragés. En effet, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a moins de capacité, il y a moins de potentiel de consommation, donc la production de masse, il y a un moment donné, il va falloir changer complètement les modèles, donc ça veut dire qu'on ne va plus avoir besoin d'acheter des produits en masse, et donc forcément, au prix du coût unitaire, ça va jouer sur des reconsidérations, de se dire, pour le nombre de produits que j'ai besoin de vendre sur un marché, aujourd'hui, ce que l'endroit où je les achète à 2 € l'unité, mais j'en commandais 500 000, aujourd'hui je vais en commander que 100 000, mais par contre ça va me revenir qu'à 3 € ou 3,50 € l'unité. Finalement à 3,50 € l'unité, c'est à peu près le même prix que je pourrais éventuellement payer en le faisant fabriquer dans mon pays, et puis ça coûtera beaucoup moins cher en transport. Donc forcément là les entreprises vont commencer peut-être à réfléchir à la question. Comment les entreprises qui voient une mesure d'atténuation des risques par rapport à la rupture de la chaîne d'approvisionnement, et en effet, la pandémie a eu cette conséquence que lorsque la Chine est arrivée à son pic, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées un petit peu comme de ronde flanc, c'est-à-dire avec des marchandises bloquées en Chine. Et quand la pandémie s'est étendue et que des ports ont commencé à fermer, que des aéroports ont commencé à fermer, etc., toutes les chaînes d'approvisionnement, évidemment, ont été plus ou moins perturbées. La pression politique de la droite comme de la gauche depuis 2008, la tendance est à une plus grande localisation, à être fermement inscrite à l'ordre du jour politique dans de nombreux pays, et particulièrement les pays d'Occident, mais elle va maintenant s'accélérer au cours de la période post-pandémique. Du côté de la droite, la résistance à la mondialisation est menée par du protectionnisme et les défenses de la sécurité nationale qui montaient déjà en puissance avant le début de la pandémie. Maintenant, ils vont créer des alliances et parfois fusionner avec d'autres forces politiques qui verront un avantage à adopter un programme anti-mondialisation. Et du côté de la gauche, les militants et les partis verts, qui stigmatisaient déjà le transport aérien et demandaient un recul de la mondialisation, seront enhardis par l'effet positif de la pandémie sur notre environnement, beaucoup moins d'émissions de carbone et de pollution de l'air et de l'eau. Alors là, Schwab, évidemment, se sert de certaines données de la pensée unique, parce qu'en réalité, les données scientifiques aujourd'hui démontrent que dans certaines villes, on s'est rendu compte qu'avec 2 fois moins de circulation, on n'émettait pas plus de CO2 que d'habitude. Même sans la pression de l'extrême droite et des militants écologistes, de nombreux gouvernements se rendront compte que certaines situations de dépendance commerciale ne sont plus politiquement acceptables. Comment l'administration des États-Unis, par exemple, peut-elle accepter que 97% des antibiotiques fournis dans le pays proviennent de Chine? Et je terminerai sur le résultat le plus probable de ce continuum mondialisation-absence de mondialisation réside dans une solution intermédiaire, la régionalisation. Le succès de l'Union européenne en tant que zone de libre-échange et le nouveau partenariat économique régional global en Asie, un projet d'accord de libre-échange entre les 10 pays qui composent la NASE, sont des exemples parlants de la façon dont la régionalisation pourrait bien devenir une nouvelle version édulcorée de la mondialisation. Régionalisation, ça y est, vous avez fait le tour. Détruire les États-nations, faire des États ou faire des pays des puzzles, c'est-à-dire donner plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité à des régions, à des secteurs, mais le tout sous contrôle d'une entité commune. Et c'est un peu d'ailleurs dans les couloirs de l'Union européenne, ce qui a toujours été un petit peu le rêve, c'est de détruire les États-nations pour militer sur des régionalisations.
On se souvient, la Catalogne, par exemple, où quand le mouvement indépendantiste a commencé à émerger, qu'il y a eu le référendum, etc., l'Union européenne, la réaction était un petit peu étrange. Parce que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, nous, on ne veut pas interférer dans la décision interne de votre pays, à condition que, si vous accédez à votre autonomie, la Catalogne, vous nous garantissez que vous restez dans l'Union européenne. Et évidemment, les indépendantistes ont dit, ben non, si nous déclarons notre indépendance, il est évident que nous réservons le choix de rester ou de partir de l'Union européenne. Et donc, évidemment, l'Union européenne a dit, bon, ok, allô Madrid, les indépendantistes là, apparemment, ils sont anti-européens, hop, vous les dégagez. Souvenez-vous de ce qu'ils ont essayé avec le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Souvenez-vous qu'ils ont essayé de réunifier le Haut-Rhin et le Bas-Rhin avec un référendum, et dans les conditions d'acceptation de cette réunification, de cette fusion, eh bien, il y avait des conditions qui disaient qu'un certain nombre de lois, un certain nombre de décrets dans un certain nombre de secteurs seraient pris directement à l'Union européenne, ne passant plus par la case État français et Parlement. Déjà, en France, vous avez un certain nombre de régions, et surtout les régions frontalières. Alors je crois qu'il y a, je ne sais plus quel État, peut-être que certains d'entre vous se souviennent, mais je crois qu'il y a une région qui déjà a signé des accords où elle prend directement ses ordres de l'Union européenne, sans passer par la case État, souverain, sans passer par la case Parlement, représentation nationale, souveraine. Quand Schwab dit régionalisation comme étant une solution, eh bien nous verrons dans la prochaine vidéo de quoi il en retourne, parce que là ça fait déjà beaucoup, je pense à avoir un petit peu absorbé les choses. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si la prochaine vidéo sera la deuxième partie, peut-être que ce sera une autre vidéo. Je vais vous laisser respirer un petit peu de cette situation anxiogène. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là évidemment, portez-vous bien.